Bonjour à tous. Évidemment, j'espère que tout va bien pour vous avant de commencer ce podcast un peu plus long que les précédents, peut-être beaucoup plus dense, beaucoup plus complet également. J'enregistre ce podcast évidemment en ce soir de jeudi 23 avril. Dans une période où, vous l'aurez remarqué, je suis en plein dans tout ce qui est droit, justice, histoire judiciaire, puisque j'ai sorti évidemment très récemment une vidéo, un podcast, encore une fois, audio, sur la justice et sa légitimité au travers du cas Christian Ranucci. Alors évidemment, il n'y a pas de montage, hein, c'est un peu comme une petite discussion entre nous. Donc on est jeudi, 21h30, il fait chaud, donc il se peut que vous entendiez évidemment quelques bruits de déglutition d'eau. Voilà, je suis franc et honnête dès le début de ce podcast. On est entre nous, évidemment. Donc bonjour à tous et bienvenue. Et puis de toute façon, ça fera plaisir évidemment aux fétichistes des bruits de bouche et autres. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? ASMR. Voilà. Ça fera plaisir à ceux qui viennent pour y entendre des sons et autres bruits en tout genre. Alors, on va, comme la fois précédente, j'ai envie de dire un peu comme tout le temps, mais surtout par rapport à la vidéo précédente, déconstruire encore une fois sans concession le mythe tout simplement de l'État comme protecteur neutre de la société. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer à une analyse longue, rigoureuse, approfondie d'ailleurs à l'une des affaires les plus sombres et les plus révélatrices de la Ve République. J'ai nommé la mort de Robert Boulin, ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été retrouvé d'ailleurs le 30 octobre 1979 dans l'étang rompu, en forêt de Rambouillet. Alors pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que, bien récemment, j'ai vu plusieurs articles de journaux, que ce soit Le Parisien ou RTL, entre autres, qui parlaient justement que ce dossier était passé désormais entre les mains du cold case judiciaire de Nanterre. Parce qu'il peut y avoir finalement d'autres procès-verbaux, j'imagine, d'autres enquêtes qui vont être effectuées. Après justement le combat de plusieurs années de sa fille, d'ailleurs, Fabienne Boulin-Burja, qui, depuis le 30 octobre 1979, ne cesse de se battre pour avoir la vérité sur ce jour néfaste pour la famille Boulin. Et quelque part, ça tombe bien parce qu'en fait, ça fait une continuité avec les thèmes que j'avais d'ores et déjà évoqués dans une vidéo précédente sortie en début de semaine, justement sur le cas Ranucci, en ce qui concerne la justice et la légitimité de cette dite justice. Donc ça tombe plutôt bien que cette histoire revienne dessus. Comme ça fait un petit fil conducteur droit-justice qui n'est pas plus mal. Alors la version officielle a été imposée évidemment en quelques heures par l'appareil d'État. C'est un suicide barbiturique suivi d'une noyade volontaire. Point. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir globalement. Pourtant, parce qu'il y a un pourtant évidemment, les faits matériels, les anomalies médico-légales, les témoignages récents et concordants, les mobiles politiques, financiers, écrasants, qui en fait tous convergent vers une opération d'intimidation commanditée par le clan Chirac-Pasqua et exécutée par ce qu'on appelle le SAC, le service d'action civique, qui a dégénéré en homicide. On verra évidemment que c'est pas la première fois où le SAC est mêlé dans ces années 60-70 à divers règlements de compte de cette nature. Et donc dans cette vidéo que j'appelle vidéo sonore, podcast radiophonique quelque part, nous ne nous contenterons pas de rappeler les faits et les suspicions qui ont été depuis ces nombreuses années documentées. Alors, on va soumettre évidemment tous ces faits et suspicions à travers une grille de lecture que j'appelle anarcho-capitaliste, puisque l'État n'est pas un arbitre impartial, mais plutôt ce que l'on appelle un cartel illégitime, qui fonctionne exactement comme une mafia, ça en est d'ailleurs une, qui exerce finalement un monopole coercitif sur la violence légitime et sur la production de justice. C'est-à-dire, ce monopole permet aux factions dominantes de privatiser la force pour protéger leur rente. Et ici, par exemple, dans ces affaires des années 70, c'est les financements occultes via la France-Afrique. Donc Elf
et j'en passe. C'est intéressant de faire une vidéo complète là-dessus d'ailleurs. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est uniquement pour privatiser leur rente, tout en couvrant évidemment tous leurs méfaits et leurs crimes par l'appareil judiciaire qu'ils contrôlent eux-mêmes. Hein. Et donc on va structurer cette réflexion en 7 parties denses, très denses même, nourries d'arguments historiques, factuels, évidemment philosophiques, comme à l'accoutumée. Donc c'est volontairement long, volontairement intellectuel. Donc si pour certains ça paraît un peu pompeux, bah, je m'excuse d'avance. Voilà. Pour les autres, prenez des notes, puisque je pense que évidemment ça va être un véritable cours d'économie politique hein, et du pouvoir. Donc on va commencer évidemment par les faits bruts. Donc dans cette première partie, on va parler des faits matériels et médicaux légaux, puisque finalement c'est un suicide, hein, on se rend compte assez facilement, anatomiquement et physiquement impossible. J'avais pas fini ma phrase, et évidemment, quand on dit suicide anatomiquement et physiquement impossible, on comprend finalement que c'en est pas un, quoi. En gros. Donc pour rappeler les faits, le 30 octobre 1979 au matin, je précise, c'est un matin, le corps de Robert Boulin donc, est découvert à moitié immergé dans seulement 50 cm d'eau de l'étang rompu, en fait, qui est un étang dans la forêt de Rambouillet. Et donc, l'autopsie initiale, première autopsie, conclut rapidement une noyade après absorption massive de barbiturique. Pourtant, c'est là que ça pose problème, puisque dès les premières constatations, on remarque qu'il a un visage tuméfié, il a une fracture de la cloison nasale, des liaisons à la pommette, un choc direct et violent porté avant sa mort, en fait, de multiples hématomes sur le corps, des traces compatibles avec des liens au poignet, et puis des lividités cadavériques sur le dos, qui sont évidemment incompatibles avec une position prolongée dans l'eau. Cela va de soi. On a depuis des expertises indépendantes, fort heureusement indépendantes, qui ont été faites ultérieurement, voire même très ultérieurement, quasiment 40 ans après, 39 ans pour être... non, pas 39 ans. Si, 39. Je suis pas bon en maths du tout. Hein. En 2020, qui ont été faites en 2020 et qui ont formellement conclu que les lésions faciales, en fait, et les circonstances physiques rendent une noyade suicidaire hautement improbable, voire impossible. Tiens donc, comme c'est bizarre. Il fait sacrément chaud quand même. 21h45. Pardon encore une fois pour ces déglutitions d'eau. Il fait très chaud. Et donc il y a des gendarmes d'ailleurs et le premier médecin, je crois que c'est le premier médecin si je dis pas de bêtises, qui sur place ont évoqué un corps qui, je cite, avait l'air d'avoir été battu. Voilà. Donc tout est déjà dit dès le départ. Il y a des éléments même qui suggèrent que le corps a pu être déposé ou déplacé près de la berge avant d'être mis en scène dans les temps. Et en fait, on se rend compte assez facilement quand on réfléchit hein, que cette mise en scène rapide n'est pas une simple erreur, elle illustre simplement la première faille structurelle du monopole étatique, puisque quand l'État contrôle à la fois la police, le parquet, la médecine légale, eh ben, on se rend compte que la vérité comment dirais-je, matérielle est en fait subordonnée à la version officielle. Chose, par exemple, quand en anarchapie, dans l'anarcho-capitalisme, eh bien, ce seraient des agences de justice et de sécurité concurrentes qui auraient tout simplement un intérêt économique direct à établir la vérité, ne serait-ce qu'au travers de leur réputation marchande qui en dépend. Ici, tout simplement, on se rend compte que le monopole protège le cartel et basta. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à qui était réellement Robert Boulin, puisque on a parlé des faits dans la première, mais qui était-il justement? Et on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur comment il a pu se passer ça dans la partie 1 en comprenant la partie 2. Donc Robert Boulin n'était pas ce qu'on pouvait appeler un ministre de second plan. Il était quand même bien haut, le bonhomme. Gaulliste de la première heure. Recordman, encore une fois, de longévité ministérielle, 15 ans. C'est rare hein, quand on voit le nombre de types qui arrivent. Et certains, on connaît à peine leurs noms qui sont déjà partis. C'était un homme d'État respecté hein, quand même pour son intégrité. Et il était même pressenti pour devenir Premier ministre sous Giscard. Évidemment, une telle nomination aurait bloqué net les ambitions présidentielles d'un certain
Jacques Chirac, évidemment, pour 81, face à Mitterrand, évidemment. Chirac qui perdra face à Mitterrand, face à la gauche socialiste. Et donc, eh bien, cette nomination aurait d'ores et déjà bloqué les ambitions de Jacques Chirac pour 81 et affaibli en même temps son parti, le RPR, parti de Chirac, fraîchement créé en 76. Et donc, Boulin, il incarnait une ligne gaulliste plus modérée, plus sociale, hostile quand même aux méthodes assez brutales et surtout au réseau occulte du clan Chirac-Pasqua. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il représentait en fait tout simplement un rival interne au camp gaulliste qui était capable de redistribuer les cartes du pouvoir. Et donc, dans un système étatique, le pouvoir n'est jamais une fonction publique désintéressée, c'est une rente capturée par des factions concurrentes. Quand les mécanismes formels, c'est-à-dire nomination, alliance, ne suffisent plus à neutraliser un concurrent, c'est la logique du cartel qui reprend le dessus et qui pousse inévitablement à l'usage de la force. Et donc Boulin devenait une menace, je dirais, existentielle, non pas idéologique, mais plutôt prédatrice. Et c'est ici que l'affaire révèle la nature profonde de l'État, quoi. Un champ de bataille, en fait, intra-cartel, où la violence monopolisée remplace la concurrence pacifique. On ne peut évidemment pas parler de Robert Boulin sans parler du SAC. Cette histoire donc de milice d'État, de bras armés, du monopole de la violence, qui va grosso modo historiquement de la fin de Ben Barka en 65 jusqu'à l'opération Boulin à peu près, parce qu'elle va être vite stoppée. D'ailleurs, je crois que c'est quand Mitterrand arrive au pouvoir en 80 c'est lui qui dissout en fait ce service. Donc, pour connaître ce qu'est ce service, le service d'action civique, il faut savoir que c'était pas une simple association d'anciens combattants comme ce qu'on a essayé de nous vendre dans les années 60. Ça a été fondé en 60-61 à peu près par le gaullisme pour contrer les menaces internes, donc en pleine période de guerre d'Algérie. Menaces internes, donc c'était l'OAS, c'était les putschs des généraux, tout simplement, en Algérie. Et donc le SAC, il est devenu rapidement une forme de milice parallèle, une police politique clandestine au service des factions gaullistes, donc de la droite française, quoi. Il recrutait d'ailleurs massivement dans le milieu. Quand je dis dans le milieu, c'est la pègre, évidemment. Le SAC opérait en marge de l'État, tout en bénéficiant de sa protection. Et en fait, son rôle, tout simplement, c'était faire les basses œuvres que l'appareil officiel ne pouvait assumer publiquement, quoi. En sous-main, illégalement, sous le tapis, quoi. On a un précédent emblématique, c'est l'affaire Mehdi Ben Barka en octobre 65. Donc, on commence déjà à parler du SAC très très mal, 5 ans après, quand même, 4-5 ans après sa création, quoi. Donc, ça n'a pas duré longtemps, hein, cette petite association guerre d'Algérie d'anciens combattants, quoi. C'est vite parti en cacahuète. Mehdi Ben Barka, c'est qui? C'est le leader marocain de l'opposition, figure donc du tiers-mondisme. Il est enlevé en plein Paris, devant la célèbre brasserie Lip, qui existe toujours d'ailleurs. Il est enlevé donc par des policiers français, des membres du SAC, voilà, qui sont notamment Georges Fuigon et Georges Bouche-Sèche. Voilà. Bouche-Sèche, c'est son vrai nom. D'ailleurs, en parlant de Bouche-Sèche, déglutition d'eau. Ce Mehdi Ben Barka, d'ailleurs, a été transporté dans une villa de la région parisienne. Il est interrogé, torturé et assassiné avec la complicité active des services marocains et selon de multiples enquêtes de fractions du SDECE et du SAC. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé son corps. L'affaire n'a jamais été résolue et ça reste le plus grand scandale d'État de la 5e avant Boulin. Et donc, en fait, ça démontre que le SAC servait déjà de bras armé international pour des opérations d'élimination politique avec, évidemment, la bénédiction tacite des plus hautes sphères. Et donc, en 68, même chose, le SAC est de nouveau mobilisé. Ses membres sont déguisés en ambulanciers. Ils enlèvent et tabassent des manifestants. Dans les années 70, on a, sous la houlette de Charles Pasqua et de Pierre de Bizet, des fondateurs du SAC, qui continuent d'ailleurs à opérer pour le RPR. Donc on a des intimidations,
des récupérations de documents, de la surveillance. Donc, voilà quoi. On verra après finalement que ce qu'il y avait comme forme de police politique sous Giscard, etc., avec les partis de droite, le SAC, bon, certes, ça a été retiré et dissous par comment dirais-je, par Mitterrand en 80, mais bon, Mitterrand avait son propre SAC, entre guillemets, c'était les RG. Hein, donc, au final, ça a juste changé de nom et changé de camp. On a un témoignage récent, d'ailleurs, jugé assez crédible par la justice, d'Elio Darmon, qui est un ex-proche du banditisme, qui est décédé d'ailleurs, là, il y a quelques temps, en ce début avril 2006. Il avait dit dans une dernière interview, il n'y a pas longtemps, dans un reportage sur Boulin d'ailleurs, qu'il avait vu un type devant chez lui et qu'il avait probablement... Enfin, qu'on lui avait tiré dessus, en fait, tout simplement. Et il a été retrouvé mort donc quelques mois après ce dit reportage, où il s'était déjà plaint d'avoir vu des mecs devant chez lui et probablement lui tirer dessus. Bah, il est mort là, ça y est, début avril. Donc je pense qu'on continue à faire le ménage même 50 ans après. Puisque quelques jours après la mort de Boulin, on a un club libertin qui s'appelle le Roi René à Ville d'Avray. Et donc on a ce fameux Elio Darmon, donc proche du banditisme, qui assiste à une conversation entre Pierre de Bizet, donc le patron du SAC, qui est là-bas, et deux hommes de main. Et donc, de Bizet qui leur reproche, et qui leur dit « Mais on vous avait dit de ne pas le tuer. » Bon. Et les deux hommes expliquent que Boulin, en fait, il a fait un arrêt cardiaque pendant qu'ils étaient en train de le taper. Qu'ils ont réussi quand même à récupérer les dossiers compromettants et qu'ils ont dit bon, on a jeté le corps dans les temps. Voilà. Et de Bizet qui conclut la conversation en disant mais qu'est-ce que je vais dire à... Alors, il n'avait pas dit ça comme ça, il avait dit qu'est-ce que je vais dire au patron, qu'est-ce que je vais dire à Charles. Et en fait, il faut comprendre pas quoi. Donc c'est la confirmation directe que le SAC, la milice para-étatique, a été missionnée pour filer une danse en fait à Boulin et récupérer des dossiers. Ça a dérapé. Voilà, un dérapage comme on dit. Donc en anarcho-capitalisme, c'est une agence de sécurité privée qui commettrait un tel acte. Enfin, du moins, si une agence de sécurité privée commettrait un tel acte, elle perdrait instantanément sa clientèle, au travers de sa réputation et des contrats d'assurance qui la sanctionneraient immédiatement. Le SAC est d'ailleurs protégé par le monopole étatique qui opère en toute impunité. C'est donc la démonstration empirique que le monopole de la violence légitime n'empêche pas la violence criminelle, il l'organise même et la couvre. Et là, évidemment, certains vont me dire, oui, c'est très bien, on a les faits, on a qui est Robert Boulin, on a probablement ceux qui l'ont dégommé, mais il manque le mobile. Et bien justement, le mobile, c'est quoi? C'est très probablement la France-Afrique, très probablement des fausses factures et des formes de raquettes institutionnalisées, toujours du mal avec ce mot, du RPR. Donc, au-delà du pouvoir pur, le mobile était financier et structurel, puisque Robert Boulin avait compilé des dossiers explosifs sur le financement occulte du RPR, des fausses factures, des rétrocommissions, des mallettes venues d'Afrique via Elf Gabon. On a la banque FIBA d'Omar Bongo, on a les réseaux historiques de Jacques Faucard. Pareil, il faudrait en parler de Jacques Faucard. Et donc, en tant qu'ancien secrétaire d'État au budget et ministre ayant autorisé les commissions sur les contrats pétroliers d'armement, il connaissait forcément les circuits de la France-Afrique de l'intérieur. Et donc, il menaçait explicitement de tout révéler. Il en avait parlé d'ailleurs dans une de ses tribunes orales. Il faudrait que je retrouve ça. À la limite, je vous mettrai le lien. Si je retrouve cette vidéo, je vous mettrai le lien en commentaire. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer et puis vous verrez, il l'avait dit de toute façon. Et on a plusieurs de ses proches qui ont rapporté, qui parlaient de documents capables d'ébranler tout l'échiquier politique. Et donc, ces dossiers, sortis d'ailleurs de son coffre-fort le jour de sa mort, ont disparu. C'est pas possible. Oh non, il n'y a plus les dossiers. Oh. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de Jean Edernalier, pareil, qui avait quelques émissions, qui avait écrit quelques livres d'ailleurs, dont parfois très bons. Jean Edernalier qui menaçait de révéler pas mal d'affaires également sur Mitterrand, sur Mazarine, pas mal de trucs occultes. Et
C'était en Normandie, je crois. Il devait être traîné en Normandie, vers Deauville, je crois. Donc il était à l'hôtel et on l'a retrouvé mort sur la berge, machin, à vélo. Et visiblement, il a été percuté et puis voilà. Sauf que Jean Edernalier était les derniers temps un alcoolique patenté. Il était borgne, moitié aveugle. Donc on se demande ce que Jean Edernalier, malvoyant, voire très malvoyant, alcoolique, allait faire du vélo sur les berges entre la nuit et l'aube, sur les coups de 5h30, 6h du matin. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, son coffre-fort de sa chambre d'hôtel avait été fracturé, qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc, encore une fois, bizarrement, un type. Bah mince. Dis donc, il n'y a plus rien dans le coffre, dis donc. Bon, des histoires comme ça, il y en a quand même pas mal. Et donc, pour revenir sur Boulin, la France-Afrique, il faut savoir, c'était pas une dérive marginale. Hein, c'était constitué finalement le mode normal de financement du gaullisme et plus largement du pouvoir étatique français dans sa globalité. Donc, encore une fois, l'État perd son monopole sur la diplomatie, les entreprises nationalisées, surtout, les marchés publics permettaient tout simplement à des rentes privées, style pétrole, uranium, d'armes, d'alimenter les différentes caisses des partis. Mais pas que, parce qu'on le verra un petit peu plus tard, il n'y a pas que ça qui pouvait financer les partis. Je vous vends la mèche, Mérine, gang des Lyonnais, et ce qui voudra très probablement la mort du juge Renaud, dit le shérif, à Lyon en 1975, entre autres, où on retrouve le sac. Mais je n'en dis pas plus. On en reparlera évidemment d'ici quelques secondes. Et donc finalement, Boulin attaquait la rente elle-même. Voilà, c'est la preuve vivante que la thèse que l'on tient en tant qu'ANCAP classique, c'est que sans concurrence marchande, pour la fourniture des prétendus, je mets des guillemets, biens publics, la corruption n'est pas une anomalie, elle est le fonctionnement normal du monopole. C'est-à-dire que l'État n'est pas corrompu, c'est une machine à raquettes institutionnalisée. Et donc, on comprend finalement que le ménage a été fait un petit peu partout. On a l'affaire Ramatuelle, avec le juge Renaud Van Ruymbeck, et le timing très troublant avec Jacques Mérine. C'est-à-dire que pour affaiblir Boulin, il y a ce qu'on appelle un piège immobilier qui a été mis en place à Ramatuelle, qui implique très fortement Henri Tournet, qui est proche des réseaux de Jacques Faucard, et donc ce piège immobilier est orchestré. C'est-à-dire que on a le jeune juge Renaud Van Ruymbeck qui instruit le dossier. L'affaire fuite opportunément dans la presse juste avant la mort du ministre. Et donc 3 jours seulement après la découverte du corps de Boulin, le 2 novembre 1979, c'est Jacques Mérine, donc l'ami public numéro 1, qui a abattu en pleine rue à Paris, porte de Clignancourt, par le collier de barbe Broussard et son équipe. Donc le timing a évidemment immédiatement nourri les soupçons de ménage un peu partout. Mérine aurait d'ailleurs pu être sacrifié comme diversion ou alors pour éviter qu'il ne serve de bouc émissaire potentiel. La famille Boulin a écarté un lien direct, mais le schéma reste quand même cohérent avec une opération de nettoyage. Parce que beaucoup ont dit que Mérine, finalement, avait, au travers des brincos, financé quelques partis politiques. Comme ce qui a pu être imputé au gang des Lyonnais avec le casse de la Banque de Strasbourg en 1975 et qui aura valu, pareil, l'assassinat en pleine rue du juge Renaud, dit le shérif. Donc, quand l'État perçoit une menace systémique, il neutralise, judiciairement ou physiquement d'ailleurs, tous les perturbateurs finalement. Donc, le monopole judiciaire permet de maquiller, de classer ou alors même d'orienter. Donc, désormais, on va résumer un peu ce qu'on a. On va résumer les faits, les suspicions. On a un ministre qui dérange, qui est intercepté, qui est tabassé par une milice d'État, qui meurt accidentellement, grosso modo. Son corps est mis en scène, il y a des dossiers qui disparaissent et le monopole judiciaire impose à tous la thèse du suicide et l'appareil politique protège les coupables. Voilà, au revoir, terminé, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est pas une bavure, c'est juste la logique même du Léviathan. Donc en théorie ANCAP, inspiré notamment par Murray Rothbard,
l'État est une organisation criminelle qui viole systématiquement ce qu'on appelle le NAP, le Non-Aggression Principle, qui est le principe de non-agression, en imposant tout simplement son monopole sur la violence et la justice. On l'a vu. Donc sans concurrence, sans responsabilité marchande, on a ces factions dominantes qui utilisent le monopole pour préserver leur rente. Donc là, la France-Afrique et les financements occultes. Donc comparé avec une société de droit privé, donc des agences de sécurité et de justice concurrentes liées par contrat, assurance et arbitrage, une agence qui couvrirait un assassinat politique perdrait à coup sûr tous ses clients en même pas 48 heures. Je mets ma main coupée. Puisque au centre de ça, c'est la réputation qui est un mécanisme de marché plus efficace que n'importe quel contrôle parlementaire. Et donc, l'affaire Boulin, comme Ben Barka avant elle, montre tout simplement que le monopole ne protège pas les citoyens. Il expose juste les individus les plus menaçants pour le cartel. Point barre. C'est-à-dire que la justice d'État juge l'État. Elle ne peut que se couvrir. Donc seule la privatisation totale de la sécurité et du droit, via des agences responsables devant leurs clients, via la réputation, via les contrats, briserait justement ce cercle vicieux. Le marché du droit, fondé sur la propriété privée et le NAP, est la seule garantie réelle contre la criminalité organisée au sommet. Et donc, pour conclure, 45 ans plus tard, l'affaire Boulin reste évidemment encore ouverte au pôle Colcaise de Nanterre. On a le témoignage d'Elio Darmon qui a relancé un petit peu tout ça. Mais évidemment que la vérité judiciaire pleine et entière n'émergera probablement jamais tant que l'État jugera l'État. Donc cette affaire n'est pas une anomalie gaulliste, c'est l'illustration parfaite de la nature criminelle intrinsèque du monopole étatique. Elle rappelle juste que la vraie liberté ne viendra pas des urnes, ni des réformes internes, mais d'une société où la violence et la justice sont produites sur un marché concurrentiel. Donc, si cette analyse, plus dense d'ailleurs que les autres, d'ailleurs, je n'ai pas encore vraiment parlé dans le fond de ce que je voulais parler quand je vous ai parlé de Mérine ou encore du gang des Lyonnais avec le juge Renaud. À mon avis, je vais découper ça en deux parce que là, il risque d'y avoir pas mal de digressions. Donc, à la limite, ce que je peux faire en deuxième vidéo, comment en ce moment, je prends un petit peu des cas de justice pour argumenter derrière. Je l'ai fait avec Ranucci, là, je l'ai fait avec Boulin. Pourquoi pas, pour la suite, prendre justement cette analyse de l'assassinat du juge Renaud, le shérif de Lyon, pour parler encore une fois de tout ce que j'ai pas pu dire ici en fait. Donc évidemment, il y a de fortes chances que je parle de ces histoires-là encore une fois dans une prochaine vidéo sur les financements occultes probables. Et ce sera l'occasion évidemment de reparler encore une fois du droit privé, etc. Remettre une couche là-dessus. C'est pas forcément plus mal non plus. Ça peut nous faire que du bien. Donc, si cette analyse plus dense que les autres vous intéressait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Me dire évidemment ce que vous pensez de cette histoire, si pour vous c'est évidemment un suicide et vous croyez à la thèse officielle, ou alors que vous doutez évidemment et que vous vous dites que c'est peut-être un assassinat d'État. N'hésitez pas évidemment là aussi en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai argumenté sur de manière ANCAP, sur l'ANARCAPI, ce que vous pensez évidemment du rôle de la justice privée, des contrats, comme je les ai évoqués. Si vous avez évidemment d'autres affaires qui illustrent à peu près le même schéma, bon là par exemple j'ai pris Ranucci, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, là c'était Boulin. Je pense que je vais parler du juge Renaud dans les prochains jours pour illustrer également un autre biais de la justice. Donc voilà, si vous avez d'autres affaires à me proposer, pourquoi pas faire une petite série de vidéos comme ça sur les affaires de justice, de corruption, de trucs que j'analyse et qu'on mette ça en exergue, pourquoi pas, si vous avez des idées, des affaires qui illustrent différents schémas comme cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve évidemment pour de nouvelles vidéos, déconstruction sans concession, cela va de soi. Donc encore une fois, excellente soirée à vous. Restez libres, c'est très important. Et à bientôt.